Donc sur cette table ronde sur l'avarie commune, nous accueillons Mathilde Auquier. Mathilde, vous êtes responsable des services événements majeurs, réseau, formation et risque de guerre du Sésame. Jörn Groninger, vous êtes président du comité avarie commune du Comité maritime international. Et Joséphine Mauguin, vous êtes directeur indemnisation chez Dio Siassi. Alors, cette table ronde va elle aussi être interactive, donc n'hésitez pas déjà à réfléchir à vos questions au fur et à mesure de notre conversation. On va prendre des questions dans environ une vingtaine de minutes. Donc l'avarie commune, c'est vraiment une curiosité, c'est un des plus vieux principes du droit maritime et pourtant il reste très méconnu, y compris des professionnels concernés. Or, il est au cœur de règlements de sinistres aujourd'hui très coûteux. Jörn Groninger, comment distinguer le vrai du faux en matière d'avarie commune? Alors, pour ce faire, je pense qu'il est important de bien se souvenir des principes clés de l'avarie commune. Il ne s'agit pas de pertes accidentelles, il s'agit d'un système intentionnel. Et pour être parfaitement clair, on peut revenir 3000 ans en arrière et on va se souvenir de ces anciens voiliers des Phéniciens. Et on imagine bien tout ce qui peut se passer par tempête. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le capitaine va dire, bon ben voilà, on va devoir larguer de la cargaison pour essayer de maintenir le voilier à flot, pour ne pas couler. Et les marchands à l'époque voyageaient avec leur cargaison, donc soit c'était bataille de coups de poing pour savoir quelle était la cargaison qui allait être larguée, ou alors mettre sur pied un système qui serait logique et qui nous permettrait de larguer la cargaison, mettons, qui est la plus lourde et la moins utile ou la moins coûteuse, et ensuite, il faudra dédommager. Donc voilà, c'est un système de solidarité, pour le dire ainsi, et d'atténuation raisonnable des pertes. Il ne s'agit absolument pas de pertes accidentelles. On n'est pas en train de parler de cargaison qui tomberait à la mer, même si c'est 200 conteneurs qui tomberaient à la mer du fait d'une houle forte. Non, l'avarie commune, c'est un système qui va nous permettre d'atténuer les pertes. De l'intention, de la décision, elle est très importante, on va le voir tout à l'heure, parce qu'elle peut créer des confusions. Mais alors vous avez le rôle d'adjuster, en français on appelle ça dispatcher, et dans votre famille c'est une activité qui se pratique depuis 1882, donc c'est impressionnant, vous êtes la 5e génération dans l'entreprise familiale. Alors en quoi ça consiste cette activité? Alors tout d'abord, c'est une question d'intégrité. C'est vraiment l'élément clé de cette longévité. Les armateurs nous donnent des instructions, mais il faut qu'on soit impartial dans notre mission. Ça, c'est essentiel. Donc on commence par collecter tous les coûts et les marchandises qui ont été sacrifiées pour assurer la sécurité du navire et de la cargaison. Et ensuite, on va calculer les frais de sauvetage admissibles au titre de l'avarie commune et on va calculer le solde de ce qui a été sauvé, sacrifié pour le bien commun. Et à partir de là, ça va nous donner un pourcentage de contribution qui devrait être payé par tout le monde. Chaque assurance, chaque propriétaire de cargaison et chaque armateur. Bref, absolument tous les acteurs. Tout le monde doit contribuer au sauvetage. Voilà en gros la façon dont on procède. Mais au début,
il y a une première phase qui est bien précise, qui va signifier que l'on va devoir collecter ce que l'on appelle les sécurités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette avarie commune, il va y avoir une impossibilité de livrer s'il n'y a pas toutes les mesures de sécurité et de protection qui sont mises en place. Donc il faut qu'il y ait cette promesse de contribution qui sera payée à la fin par le biais d'un bon qui sera signé et avec une garantie de l'assurance qui couvre la cargaison. Et s'il n'y a pas d'assurance, il faudra qu'il y ait des dépôts en espèces sonnantes et trébuchantes qui soient faits. Et voilà, dans cette phase-là, c'est la façon dont on procède. Très particulier et justement que beaucoup ignorent et beaucoup peuvent finalement se retrouver très étonnés devant cette situation de blocage des marchandises notamment. Alors Joséphine Mauguin, est-ce que vos clients comprennent en fait ce qui leur arrive quand ils sont impliqués dans une avarie commune? Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Donc on a un de nos clients qui est un trader de pétrole qui donc affrète un navire pour l'acheminer jusqu'en Égypte. Il se trouve qu'au moment d'entrer dans le détroit du Bosphore pour rejoindre l'Égypte, le navire est victime d'un blackout. À ce moment-là, on est dans le Bosphore, un passage quand même très sensible puisqu'on est sur l'entrée de la Turquie, qui est très emprunté. Les autorités turques envoient des remorqueurs qui sont, et c'est important de le noter, une société étatique. On a à ce moment-là la mise en place d'un mécanisme d'assistance. Alors on s'éloigne un petit peu de l'avarie commune, mais juste en deux mots, lorsque vous avez des assistants ou des sauveteurs qui interviennent sur ce navire-là, ils sont en droit de demander une contribution financière s'ils réussissent à sauver le navire et la marchandise. Ça rentre également dans l'avarie commune. Dans ce dossier, le navire est victime d'un blackout de 45 minutes. Il est remorqué jusqu'au port d'Istanbul en 45 minutes. Le lendemain, et Jorn connaît bien ce dossier, les sauveteurs réclament une contribution à hauteur de 2 millions, puisqu'il faut le rappeler, je pense, à ce stade, même si mes collègues le feront également, en général, d'une manière générale, la marchandise vaut plus que le navire et chacun contribue proportionnellement à sa valeur. La réaction de mon client a été très nette. Il me dit: Joséphine, je n'ai pas de dommage à ma marchandise. Qu'est-ce que c'est, excusez-moi le terme, que ce bazar? Je ne veux pas. Pourquoi on me demande de contribuer à hauteur de 2 millions alors qu'on part d'un remorquage de 45 minutes jusqu'au port d'Istanbul? Et tout notre je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas que ça s'impute sur ma sinistralité, donc débrouillez-vous, mais moi je ne contribuerai pas. Toute notre expertise a été de lui expliquer non seulement il fallait qu'il contribue, et qu'il fallait qu'il contribue rapidement, parce que sinon le navire serait bloqué tant qu'une garantie ou une négociation n'aurait pas lieu avec les sauveteurs, et mettant en péril toute l'économie de son contrat, puisqu'il a un réceptionnaire qui attendait cette marchandise. Donc nous avons réussi à le convaincre, tant bien que mal. On a réussi à négocier un petit peu avec les sauveteurs, mais là encore, on est avec des sauveteurs qui sont une société étatique, et on est en Turquie. On est quelque part entre leurs mains, et on a finalement, notre rôle a vraiment consisté à l'accompagner au mieux pour essayer de lui faire comprendre que c'était dans son intérêt de vraiment aller rapidement. Ça s'est soldé par une négociation et le navire a pu repartir. En fait, ce dossier me semble assez caractéristique de deux choses. D'abord, et il faut vraiment insister là-dessus, les assureurs ont vraiment un rôle énorme à jouer dans l'avarie commune. C'est peu de le dire. S'il n'y avait pas eu cette garantie, si on n'avait pas mis en place ce qu'il fallait, opérationnellement parlant, on avait pour le client quelque chose de très grave. Il était soumis à des pénalités de retard, le navire était bloqué. Finalement, comme on s'est mobilisé très rapidement, le navire a pu reprendre sa route et tout s'est bien passé. Et le deuxième point, je pense, c'est que là, je vous parle d'un trader de pétrole, donc quand même une société, ou en tout cas dont on peut attendre, qu'ils sont très rompus au commerce international. Et le fait est que même les très grands traders, des très grands chargeurs dans le monde, sont un petit peu démunis
dès lors qu'il faut traiter d'une avarie commune ou d'une assistance. Et le rôle des assureurs et des courtiers est vraiment très fondamental parce que nous devons vraiment les guider, leur expliquer et vraiment intervenir dans leurs meilleurs intérêts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN et qu'on doit valoriser auprès de nos clients. Parce que, je le rappelle, l'avarie commune ou l'assistance sont couverts quelle que soit la garantie d'assurance. Donc si on parle d'une garantie tout risque, c'est couvert. Si on parle d'une garantie un peu plus restreinte de type FAP, on est couvert également pour les conséquences de l'avarie commune et de l'assistance. Donc voilà un petit peu les deux, si vous voulez, les deux points. Et je pense qu'il y a un troisième point, pour rebondir un petit peu sur ce qu'Orne a dit. Voilà, imaginez encore, nos clients vendent une marchandise à un tiers qui est un petit chargeur, qui est vraiment une petite société qui n'est pas rompue au commerce international encore une fois et qui donc ne s'assure pas. Cette société acheteuse a la charge de l'assurance en principe, puisqu'elle supporte les risques du transport. Patatras, le navire prend feu, s'échoue, l'avarie commune est déclarée par l'armateur. Et le client réceptionnaire, qui n'a pas d'assurance, doit mettre en place, comme le rappelle Jorn, un cash deposit, puisqu'il n'a pas d'assureur pour déposer une garantie financière pour le protéger. La plupart, ça nous est arrivé, c'est aussi du vécu. Vous avez des petites sociétés qui mettent en place un cash deposit qui peut être assez important. Ça n'est pas une possibilité et donc ils abandonnent la marchandise. Et worst case scénario, notre client vendeur, qui lui est parfaitement assuré mais qui n'a pas la charge de l'assurance ici, n'a pas été réglé du prix de sa marchandise et ne le sera jamais puisque finalement le réceptionnaire ne veut pas mettre en place ce cash deposit, ne comprend pas exactement à quoi ça correspond et abandonne la marchandise. Donc l'assurance, voilà, à l'instar de l'abordage, enfin de l'assistance, pardon, de la plaisance, l'assurance n'est pas obligatoire, mais elle a vraiment un rôle fondamental à jouer dans tous ces grands dossiers d'avarie commune et d'assistance. Et ce que l'histoire dit, s'ils ont très envie de s'assurer après une avarie commune où ils ont tout perdu au niveau de leurs marchandises? Je vous ai pas bien entendu, pardon. Est-ce qu'ils ont très envie de s'assurer après avoir fait l'expérience d'une avarie commune où justement ils ont perdu leurs marchandises? Oui, je pense qu'une fois qu'un client a expérimenté une avarie commune et surtout qu'ils ont compris qu'ils contribuaient plus que les armateurs, ça change complètement leur vision des choses. Voilà. Rien de mieux que l'exemple. Mathilde Decquière, vous qui travaillez depuis 15 ans sur le sujet et qui donnez même des formations sur l'avarie commune, qu'est-ce qu'on peut dire du nombre d'avaries communes aujourd'hui et des montants concernés? Dans quel sens ça évolue? Alors, je pense que le premier point à rappeler avant de répondre sur le fond, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune statistique officielle sur le nombre de déclarations d'avaries communes. Donc je vais vous donner des tendances générales, mais il n'y a pas de chiffres, le CMI n'a pas sorti de chiffres sur les déclarations de ces dernières années. Cependant, je pense qu'il y a deux fortes tendances. La première, c'est qu'il n'y a pas forcément une augmentation en nombre de déclarations d'avaries communes. Pour une raison assez simple, c'est que le simple fait de déclarer l'avarie commune, ça augmente automatiquement le temps de gestion de ces sinistres. Pour vous donner un ordre d'idée, un petit dossier d'avarie commune, c'est entre 2 et 3 années de gestion, mais vous pouvez avoir des dossiers qui vont durer 5 ans, et nous, au Sésame, on a même des dossiers qui sont ouverts depuis plus de 10 ans. Donc s'il n'y a pas un réel intérêt à déclarer l'avarie commune parce que vous avez une multiplicité d'intérêts cargaison notamment, les armateurs peuvent faire le choix de passer par d'autres mécanismes pour éviter cette complexification et ce temps long de gestion. Ceci étant dit, quand vous avez une déclaration d'avarie commune, ce qui est très clair, c'est que vous avez une augmentation drastique des coûts et des valeurs en jeu dans des dossiers d'avarie commune. Et ça s'explique encore une fois assez facilement par les navires concernés qui sont pour la plupart des porte-conteneurs et par la taille de ces navires. De manière assez intuitive, plus le navire est grand, plus vous avez des pertes potentielles qui seront importantes, notamment à la marchandise, et plus vous avez des mesures à mettre en place pour éviter une perte totale pour le salut commun de l'expédition maritime
qui sont complexes, et qui dit opération complexe dit forcément, ou dans beaucoup de cas, des opérations qui sont très coûteuses. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer mon propos. Le premier, c'est le cas du Mersconam, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Le Mersconam, c'est un navire qui, après une explosion, a pris feu au large de l'Inde en mars 2018. Et alors même qu'il n'y avait pas énormément de conteneurs à bord, il y avait 8000 conteneurs à peu près à bord, il a fallu plus d'1 mois et demi pour réussir à éteindre l'incendie et pour arriver à amener le navire jusqu'au port de refuge qui était Jebel Ali. Et donc pendant ce mois et demi, il y a eu des opérations colossales qui ont été mises en place avec des coûts qui ont été très importants. Pour vous donner une ordre d'idée, le Mersconam, c'est 30 millions de dollars de dommages au navire et un coût total estimé pour l'avarie commune à 500 millions de dollars. Donc le gap de 470 millions de dollars, il est principalement sur les opérations d'assistance de lutte anti-incendie et sur toutes les pertes qu'il y a eu aux marchandises, parce que vous avez eu les cales 1 et 3 qui ont été totalement détruites par l'incendie. Autre exemple qu'on connaît beaucoup, c'est l'Ever Given, donc blocage du canal de Suez pendant une petite semaine. Là, les coûts pour débloquer le navire n'ont pas été très importants, mais par contre, vous avez eu des très gros dommages à la marchandise. Sur le cas de l'Ever Given, vous aviez à peu près 10 000 conteneurs à bord, avec des valeurs estimées uniquement pour les porte-conteneurs entre 700 et 750 millions de dollars, alors que le navire en valait entre 100 et 130 millions. Et donc, le constat important dans ces 2 exemples, c'est que vous avez non seulement des valeurs en jeu qui sont importantes, mais surtout, et Joséphine l'a déjà un petit peu évoqué, des valeurs qui sont principalement portées sur les valeurs cargaison, qui portent vraiment le poids de l'avarie commune sur leurs épaules et qui, in fine, payeront ces contributions. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler aux assureurs qui sont dans la salle. Votre exposition à l'avarie commune sera sans doute dans les années à venir de plus en plus importante. Et il y a une chose qu'on oublie, c'est que l'avarie commune, dans 95% des cas, elle est déclarée par l'armateur. Mais les règles d'York et d'Anvers vous permettent de demander une déclaration en avarie commune. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cas, nous on en a vu quelques-uns au Sésame, où parce que vous avez des armateurs qui sont peu diligents, il y aura peut-être un vrai intérêt pour les assureurs facultés à pousser à une déclaration d'avarie commune. Donc ça, je pense que c'est important face à l'augmentation des coûts. Et puis 2 autres points qui me semblent aussi importants pour les assureurs, c'est l'importance de bien identifier l'ensemble des intérêts cargaison que vous avez à bord d'un navire, de mutualiser les coûts liés à la gestion de ces dossiers. Ça vous permettra d'avoir éventuellement une stratégie qui sera un petit peu différente que si vous agissez intérêt cargaison par intérêt cargaison, de mutualiser le personnel en interne qui est chargé de la gestion de ces dossiers et éventuellement de mutualiser l'intervention d'un avocat ou d'un expert. Alors, ça se fait aujourd'hui beaucoup au niveau groupe, mais je vous rappelle que le Sésame peut aussi faire ce rôle de mutualisation des dossiers d'avarie commune pour nos membres évidemment, mais aussi pour des assureurs non membres si des membres sont concernés. Et là, c'est le moment de publicité un petit peu pour le Sésame, mais j'insiste, on peut aussi signer des garanties d'avarie commune. Jörn en a parlé rapidement. Les dispatchers sont de plus en plus stricts sur les conditions pour signer, pour accepter des garanties d'avarie commune. Et ces garanties d'avarie commune, elles sont indispensables pour que les assureurs récupèrent leurs marchandises. Si vous êtes assuré par un assureur qui n'est pas un assureur de haut rang, vous risquez que la garantie d'avarie commune soit refusée par le dispatcher. Encore une fois, parce que le temps de gestion est long et que en fait, le problème principal auquel doit faire face le dispatcher, c'est de se demander si dans 5-10 ans, au moment où il faudra payer la contribution, est-ce qu'il y aura toujours quelqu'un derrière la garantie d'avarie commune pour payer la contribution. Et ça, le Sésame, parce qu'on est un GIE, peut le faire pour le compte des assureurs, peut signer et endosser ces garanties d'avarie commune pour le compte des assureurs. Dernière recommandation,
pensez à bien provisionner les dossiers d'avarie commune. Ça rejoint un peu ce que Joséphine a dit, mais il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif pour les plus juniors d'entre nous, c'est que même et surtout si vous avez des marchandises qui ne sont pas endommagées, vous aurez une contribution d'avarie commune, parce que la contribution en avarie commune, elle est due si votre marchandise arrive saine à destination finale. Et je vois encore trop souvent dans les formations que je donne sur l'avarie commune des assureurs qui oublient de provisionner ou qui provisionnent mal le dossier en disant mais de toute façon il n'y a pas eu de dommage à la marchandise, on n'a rien payé à notre client, il n'y a rien à provisionner. Si justement il faut provisionner et vous pouvez le provisionner pendant longtemps, encore une fois ça peut durer 5 ou 10 ans, donc n'oubliez pas ces provisions, elles sont indispensables pour la bonne gestion de ces dossiers. Donc on a vu, Joséphine, ce sont des sommes énormes en jeu. Est-ce qu'on peut contester la réalité d'une avarie commune? Est-ce qu'il y a des recours possibles? D'abord, je rejoins Mathilde. Je pense que c'est important de dire qu'on constate, alors c'est très empirique ce que je vous dis, mais moi je n'ai jamais géré autant de dossiers d'avarie commune et d'assistance que depuis un certain nombre d'années. Je pense aussi qu'il y a un effet Baltimore. Vous avez tous entendu parler de l'incident de ce navire Maersk qui a heurté le pont de Baltimore suite à un blackout. Et ça, c'était en 2023, en mars 2023. Et je vois très très clairement que depuis, dès lors qu'un navire a un blackout, les autorités dont dépend, en fait, ça dépend où le navire navigue, n'attendent pas l'appel du capitaine et diligentent des remorqueurs, des sauveteurs. Donc on voit une explosion du nombre de dossiers d'assistance. Alors qu'on le disait, ça doit être une décision volontaire. Alors, voilà. Normalement, l'assistance est déclenchée par le capitaine. Or aujourd'hui, on l'a vu des dizaines de fois, maintenant, dès lors qu'il y a un blackout, les remorqueurs arrivent et le capitaine n'a pas son mot à dire. Donc il déclenche une procédure d'assistance à ce moment-là, mais finalement ils ne donnent plus leur accord. Donc ça c'est pour donner un petit peu le contexte. Maintenant, si on parle de la contestation, donc qui dit contestation de l'avarie commune dit peut-on ne pas contribuer à une avarie commune? Cela revient à devoir essayer de démontrer qu'il n'y avait pas matière à avarie commune. Comment fait-on cela? Les règles d'York et d'Anvers sont assez claires. C'est la règle D des règles d'York et d'Anvers que je vous invite à regarder si vous le souhaitez. En fait, cela revient, je schématise un petit peu, mais pour contester l'avarie commune ou l'assistance, il faut démontrer l'innavigabilité du navire au moment du voyage. Alors, autant vous dire que c'est mission impossible quand vous êtes intérêt cargo. Là encore, je vous illustre un dossier qui est peut-être un petit peu caricatural, mais qui, à mon avis, est quand même assez intéressant. Nous avons un client qui chargeait des véhicules dans un navire ro-ro. Le navire prend feu, l'avarie commune est déclarée. On se dit, on avait quand même beaucoup de voitures à bord avec le client et avec l'assureur. On se dit, on va quand même envoyer un expert, déjà pour vérifier l'état des véhicules, parce que qui parle d'incendie parle de dommages potentiels, et pour voir un petit peu de quel bois on chauffait, quel pouvait être le problème à l'origine de cet incendie. Et le navire avait été donc remorqué, arrive au port de refuge. Nous mandatons un expert sur place qui n'a pas pu rentrer dans le navire tout de suite. Il a fallu attendre 24 heures. Alors là, c'était fantastique. Il est arrivé, tous les ponts avaient été repeints. Donc, il était tout neuf. Donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, regarder ce qui s'est passé et peut-être montrer, enfin, déterminer s'il y avait une vraie avarie commune, au sens où est-ce que c'est pas l'équipage qui avait mis feu au navire, est-ce qu'il n'y avait pas une négligence de l'armateur au départ? Nous n'avons rien pu faire et nous avons dû contribuer à l'avarie commune. Donc en fait, pardon Jorn, mais et je ne vais pas me faire des amis dans cette salle, l'avarie commune, c'est une règle qui est faite par les armateurs pour les armateurs. Et quand vous êtes intérêt cargo, c'est très compliqué.
Alors justement, on va laisser Jörn Groninger répondre. Alors ce sont donc les règles d'York et d'Anvers qui régissent l'avarie commune. Elles sont mises à jour régulièrement au niveau du Comité maritime international. Qu'est-ce qui est mis en place pour mieux tenir compte de l'explosion des coûts dont on a parlé? Est-ce que les assurances des navires, elles évoluent? Et puis peut-être une réponse à, en effet, est-ce qu'il n'y aurait pas des dérives parfois? Well, I mean, each system is open to abuse. Peut y avoir des abus partout, de toute façon. Il y a quand même une règle dans les règles d'York et d'Anvers qui veut qui avait été prise pour réduire justement les tentatives de fraude des armateurs qui vous diront qu'ils vont essayer d'éviter la mise à quai à tout prix pour éviter l'avarie commune. Là, je ne peux rien y faire. On en est bien conscient. Pour ce qui est de la collecte de preuves, c'est très difficile. On essaye d'encourager les armateurs pour qu'ils soient plus transparents à cet égard. Mais il n'y a pas de réglementation à proprement dit dans le cadre des règles d'York et d'Anvers. Et ces règles consistent en un système de calcul qui se fonde sur une situation concrète. Dans le cas d'une avarie commune. Et tout ce qui va en découler, par exemple la règle D, va exclure les questions de fraude. Là, par exemple, ça va tomber sous le coup des règles procédurales nationales. Donc, c'est absolument pas couvert dans les règles d'York et d'Anvers. Et le CMI ne peut rien y faire non plus, puisque ce n'est pas une organisation interétatique. C'est juste une organisation parapluie de l'OMI. Donc, il y a ces règles d'York et d'Anvers qui existent, mais qui sont au final uniquement des conditions contractuelles. Et qui vont s'appliquer dans le cas d'une avarie commune. Mais il n'y a pas vraiment d'interférence possible avec, de l'autre côté, les procédures qui relèvent des autorités nationales. Pour moi, ce serait aller trop loin en tous les cas. Pour les armateurs, mais pas par les amateurs. Mais il y a quand même un compromis politique. Dans notre comité permanent, on a un représentant de l'ICS pour les armateurs, mais également de l'IUMI. Donc les assurances sont représentées et elles ont été amplement entendues lors de la révision de 2016 des règles d'York et d'Anvers. Donc ces règles de 2016 ont été établies avec une contribution des deux parties. Navires, je crois que ça a évolué. Sur les assurances des navires, je crois que ça a évolué pour cette raison. Yeah, Et oui. Il y a des clauses d'absorption en assurance générale et également dans les procédures, dans les police corps et machines. Et ces limites ont beaucoup augmenté. Au début, on était à 150 000, 200 000. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 1 million. Donc, il y a beaucoup de cas d'avaries communes qui sont pris en charge par les entreprises de petite taille, par les entreprises d'assurance. Donc, pour ce qui est des cas d'avaries communes qui sont assez limités. Mais il y a aussi
d'autres procédures qui existent pour des événements majeurs. Parce que de toute façon, il y a une couverture médiatique qui est instantanée. Tout le monde sait à peu près tout ce qui se passe partout à tout moment, dans l'instant. Il y a beaucoup de personnes qui vont être impliquées dans le cas d'événements majeurs. Et tout cela a un coût. Et pas des moindres. C'est compliqué, c'est dangereux, ça coûte cher. Et pourtant, on est en train de parler d'une mesure qui va permettre d'éviter la perte totale qui pourrait se chiffrer en centaines de millions. Et donc, en fin de compte, tout le monde devrait au moins être un peu plus satisfait de payer une contribution de 15% plutôt qu'une perte totale. Mais ça reste quand même vraiment le bon sens qu'il y a derrière tout ça. En raison de ce tableau complexe avec des coûts parfois titanesques, de réels motifs d'inquiétude de la part des assureurs, à la fois concernant les marchandises donc non assurées et concernant l'impossibilité de consolider les intérêts assurés sur un même porte-conteneur géant. Jusqu'où ça peut les mettre en difficulté, Mathilde, et puis enfin les assureurs. Et après, on prendra des questions de la salle. Alors, habituellement, j'aurais tendance à vous dire que les assureurs sont pas très inquiets des marchandises non assurées. C'est par essence pas vraiment leur sujet, ils sont pas en risque. Donc habituellement, je vous dirais que ça les inquiète pas beaucoup. Dans le cadre des dernières règles d'York et d'Anvers que Jörn et Joséphine ont déjà abordées, je pense qu'il y a un motif éventuel d'inquiétude. On sait tous que l'assurance facultée, elle n'est pas obligatoire à bord de ces porte-conteneurs géants. Et si aujourd'hui les règles d'York et d'Anvers 2016 venaient à s'appliquer de manière plus généralisée, il y a un risque pour les assureurs de voir encore augmenter le coût de l'avarie commune pour les marchandises assurées, parce que dans un souci de simplification, en 2016, le CMI a décidé d'ajouter une règle qui est la règle 17, qui permet aux dispatchers de écarter de l'avarie commune des intérêts cargaison de trop faible valeur. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de montant indiqué dans les règles d'York et d'Anvers. La règle, c'est le dispatcher peut écarter une cargaison de trop faible valeur s'il estime que le coût de l'inclure dans le règlement d'avarie commune serait disproportionné par rapport à la contribution qui en résulterait. Autrement dit, si récupérer les garanties d'avarie commune, récupérer un cash deposit pour une marchandise, et notamment pour une marchandise non assurée, prend trop de temps, le dispatcher peut décider d'écarter, s'il applique les règles d'York et d'Anvers 2016, ces marchandises de l'assiette des contributeurs à l'avarie commune. Et ça, je pense que c'est vraiment un motif d'inquiétude pour les assureurs, parce que si on réduit l'assiette des contributeurs, automatiquement, les restants, que seront les marchandises assurées, paieront plus cher. Donc ça, c'est important de le rappeler. Les règles d'York et d'Anvers, vous avez aujourd'hui 94, 2004 et 2016 qui s'appliquent principalement. C'est pas parce que vous avez 2016 que 94 et 2004 ne s'appliquent pas. Donc vous devez regarder systématiquement au verso de chaque connexement pour chaque marchandise à bord du navire, quelle est la règle d'York et d'Anvers qui s'applique. Et selon la règle d'York et d'Anvers, ça va complexifier grandement le travail de Jörn, vous aurez des contributions et une assiette de contribution qui seront un petit peu différentes. Donc voilà, ça c'est un point, je pense, réellement d'inquiétude. Et puis vous parliez du risque de cumul d'intérêts assurés. Ça aussi, ça peut être un problème, surtout encore une fois sur des porte-conteneurs géants. C'est qu'une contribution d'avarie commune pour un intérêt pris isolément, ça reste de l'ordre du raisonnable. Jörn disait 25% de contribution par rapport à la valeur marchandise. On peut être parfois un peu au-dessus, mais ça reste de l'ordre du raisonnable. Par contre, si vous vous retrouvez tout d'un coup avec sur un même porte-conteneur des centaines, voire des milliers d'intérêts assurés par le même assureur et que vous multipliez par autant le montant de la contribution d'avarie commune, là, tout d'un coup, le sinistre va commencer à chiffrer un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à anticiper
pour les assureurs, voire impossible. Vous ne pouvez pas savoir au moment d'un chargement du navire combien de conteneurs à bord sont assurés par tel ou tel assureur et où est-ce qu'on arrive à un seuil un petit peu critique s'il y a une déclaration d'avarie commune. Ça peut être réellement problématique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cet échange vous inspire des questions, vous a étonné? Est-ce que ça a été, pour certains, une découverte? Est-ce que, voilà, vous avez des... Ah, je vois une question tout au fond. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. J'ai beaucoup travaillé dans le transport et la logistique, donc l'avarie commune, ça a été un sujet important et notamment l'accumulation de risques, puisque j'étais chez des commissionnaires transport où on se rendait compte qu'on pensait avoir 26 intérêts cargaison et on en avait plus d'une centaine sur un même navire. Moi, la question que j'ai, parce que j'ai suivi plusieurs tables rondes sur ce sujet, il ressortait de ces tables rondes qu'on est passé dans un monde où on avait un bateau d'une certaine valeur qui transportait 8 000 à 10 000 conteneurs, et aujourd'hui, avec le gigantisme, la valeur du bateau et la valeur de la cargaison a considérablement augmenté. Et les réflexions des nombreuses tables rondes à laquelle j'ai été assistée, c'était de se poser la question: est-ce que l'avarie commune telle qu'elle est définie et telle qu'elle fonctionne est adaptée à ce gigantisme et nécessite une évolution qui prenne en compte ces paramètres? Et donc moi j'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai pas eu l'impression que ça avait bougé, et est-ce qu'il y a une évolution à venir? Merci pour cette question. On attend la fin de la traduction. Yeah. Oui. Il y a des évolutions, bien sûr. Tout d'abord, en tant que dispatcher, nous devons nous adapter afin simplement de gérer la charge de travail qui provient de 5 000, 10 000 conteneurs sur un bateau. En tant qu'entreprise, nous avons mis en place une base de données. Nous avons des personnes qui doivent fournir leur information directement dans directement dans la base de données, plutôt que d'envoyer un mail ou parfois des formulaires papier scannés qui sont illisibles. Donc on peut aussi avoir des vérifications faites par l'IA pour vérifier si les pièces justificatives sont les bonnes. C'est ça qui prend beaucoup de temps en ce moment concernant la masse immense d'intérêts impliqués. Je crois que c'est très très difficile quand même, encore maintenant, si vous avez des cas d'incendie sur des porte-conteneurs, parce qu'il faut aussi qu'on fasse le distinguo. Prenez le début de notre échange. Il faut faire la distinction entre les dommages causés par le feu qui sont accidentels, des dommages causés par l'extinction, l'eau d'extinction. Parce que ce sont des dommages sacrificiels qui ne seront pas corrigés par l'avarie commune. Et c'est là qu'il faut une certaine impartialité, parce que nous travaillons aussi pour des intérêts facultés de cette façon, qui va finalement retrouver de l'argent à la fin du processus. Donc si vous avez un incendie de conteneurs avec 1000 conteneurs qui explosent ou des soutes entières du bateau qui sont remplies d'eau d'extinction, c'est une énorme tâche, et donc il faut envoyer des experts, des commissaires d'avarie qui vont devoir recueillir les informations nécessaires sur place, et il faut utiliser les informations qu'on récupère. Donc ça, c'est pour ça que ça peut prendre tellement de temps. Et puis, le flux d'informations venant des intérêts facultés est souvent problématique. Les gens ne nous font pas confiance, encore maintenant. Ils nous disent « Mais pourquoi vous avez besoin de toutes ces informations? Moi, je ne sais pas, je ne vais pas vous parler. » Et puis, oui, ça peut poser problème.
Et puis, les secours, s'il y a des secours impliqués, vous l'avez dit, mais les secours, c'est différent de l'avarie commune. L'assistance est un système de solidarité où c'est la communauté des corps et facultés que l'on met en mer. Et donc, c'est... le sauvetage, c'est un service qui est fourni par un tiers qui peut demander rémunération pour ses services. Et selon les nouvelles règles d'York et d'Anvers, on peut exclure le sauvetage assistance de l'avarie commune si le résultat n'était pas si différent des contributions payées à l'origine par les intérêts. Si vous avez des dégâts sacrificiels qui doivent être inclus dans l'avarie commune, parce que si vous avez un conteneur qui est entièrement inondé avec une perte à 100% du fait de l'eau d'extinction, ils ne vont pas payer un prix sur le sauvetage, mais ça sera une allocation prise sur l'avarie commune. Et donc, si ça n'était pas le cas, le résultat ne serait pas juste. Donc le but pour nous, c'est d'égaliser les choses et pour que le résultat, pour toutes les parties impliquées, soit le même niveau de perte. Encore soutenable, avec le gigantisme, financièrement. Si je peux répondre, c'est vrai que les règles de l'avarie commune, le fonctionnement de l'avarie commune varie très peu. Yann l'a rappelé, c'est la base de l'assurance maritime, ça existait dans l'Antiquité. Donc, en fait, le traitement est très lourd, de plus en plus lourd parce que les navires sont de plus en plus gros, les marchandises de plus en plus nombreuses, mais en réalité, le fonctionnement évolue très peu. On doit toujours délivrer des garanties. Yann l'a rappelé, que vous ayez une marchandise qui vale 5 000 € ou 5 millions, vous devez délivrer des garanties. Et on simplifie un petit peu en disant pour vraiment les intérêts cargo minimes, on demande finalement pas de garantie, on prend le risque, mais encore une fois c'est compliqué parce que l'avarie commune, concrètement, elle va être très active au début. Ensuite, les assureurs n'entendront pas parler pendant 10 ans, et ensuite, on va vous demander de régler. Et c'est pour ça que les garanties sont demandées, parce que ça dure dans le temps. Donc, ça évolue peu, et à mon avis, ça évoluera peu, de ce point de vue-là. Alors, on a juste le temps pour une autre question. Je ne sais pas aussi s'il y a des questions du côté du petit amphi. Là j'ai une question déjà. Ah, on a un peu de temps. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous rappeler les règles de contribution de l'assureur P&I dans le cas d'une avarie commune? Je m'explique, s'il y a une éventuelle prévention d'une pollution, est-ce qu'on pense systématiquement à intégrer les assureurs P&I dans la contribution éventuelle de l'avarie commune? Si oui, quelle serait l'assiette de contribution de ces derniers? Et sinon, est-ce qu'il y a une réflexion sur la systématisation de la réflexion du fait d'intégrer les assureurs P&I dans la contribution d'avarie commune si elle est possible? Merci Frédéric. Alors, à ma connaissance, mais je ne suis vraiment pas une spécialiste du P&I, il n'y a pas de contribution du P&I, sauf éventuellement sur les bunkers quand vous êtes affréteur à temps ou au voyage. Par contre, il y a un traitement de l'assureur P&I puisqu'il peut y avoir un recours. Par exemple, l'avarie commune, on peut la contester, mais l'assistance, ce qu'on paye à l'assistant, on peut aller le réclamer à l'armateur si on estime que les conditions de l'assistance ne sont pas remplies et qu'en réalité il y a une faute de l'armateur ou une inaliabilité du navire. Donc de ce point de vue-là, à ma connaissance, c'est la manière dont les P&I sont inclus. Ça rejoint un petit peu peut-être aussi une règle, c'est qu'à mon avis, il faudrait réformer les choses parce que aujourd'hui, l'avarie commune, elle est beaucoup portée par les intérêts marchandises et quelque part quand même, on assiste parfois à des incidents qui donnent lieu à une déclaration d'avarie commune et qui n'en sont pas réellement.
Et ça questionne, parce que l'avarie commune est quand même soumise à des conditions. Or, aujourd'hui, la charge de la preuve de démontrer qu'il n'y a pas d'avarie commune, elle repose intégralement sur les intérêts marchandises, puisque c'est l'armateur qui, dans 99%, Mathilde disait 95% des cas, c'est l'armateur qui va se mettre en avarie commune. Donc lui, c'est dans son intérêt d'avoir une avarie commune pour faire contribuer tout le monde à tous les frais qu'il va devoir supporter. Mais voilà, peut-être un dernier exemple. Nous avons un dossier en cours avec un incendie sur un navire. Par chance, le navire, sa destination finale était la France. Nous avons pu mettre en place une expertise judiciaire. Et l'expertise judiciaire, donc nous avons pu avoir accès à des preuves auxquelles nous n'aurions pas eu accès autrement, qui ont montré qu'il y avait eu un problème mécanique très important sur le navire. Donc on conteste aujourd'hui l'avarie commune. Et le PNI assiste le navire pour dire que bien sûr que si, il y a l'avarie commune. Donc on ne sait pas comment va évoluer ce dossier. Voilà, moi, ce que je comprends de l'implication des PNI. Et donc c'est important ce que vous avez dit, Joséphine. Vous avez justement cette proposition de réforme sur la charge de la preuve. Alors, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le CMI ou quelque part, on laisse complètement la cause de côté. C'est-à-dire que quand vous avez le rapport d'un adjustment, vous avez 45 pages d'adjustment qui expliquent les frais, qui expliquent tout, et vous avez 3 lignes sur la cause. Et quelque part, je pense qu'il faudrait réformer pour que soit l'adjuster, soit il y ait une étude de la cause systématiquement pour un petit peu que ce système de l'avarie commune redevienne un petit peu plus vertueux qu'à mon sens il ne l'est aujourd'hui, et qu'on n'inclue pas des erreurs du navire, des erreurs, et qu'on soit sur des vrais incidents de navigation, des vrais incidents d'avarie commune. Encore une fois, je termine sur un autre exemple que nous avions eu. Un navire qui s'est pris, qui a perdu sa propulsion. Les causes ont montré que le navire avait heurté un filet de pêche. Bon, quelque part en pleine mer, pour moi, il y a avarie commune, donc il n'y a pas de sujet. Mais encore une fois, voilà, tous ces dossiers, les causes sont très variées et on n'insiste pas suffisamment sur ce point-là. J'invite vraiment le CMI à revoir ce point-là. Un point pour Jörn tout à l'heure. Avant de lui laisser la parole, pour finir... J'ai encore quelques questions, là. Je vais peut-être passer... Pardon, il y avait encore une question. Oui, merci, bonjour. Alors, question de l'aviateur de service. Le sujet me paraît très compréhensible de l'avarie commune quand c'est lié à la fortune de mer, dirais-je. En revanche, vous avez parlé de manière répétée d'incendies à bord qui peuvent prévenir tant du corps du navire que dans les cas les plus fréquents qu'on a vus au demeurant des marchandises. Et qu'en est-il éventuellement des recours contre les marchandises à l'origine du feu qui se répandent tant sur les autres marchandises qu'éventuellement sur le corps du navire? Est-ce que ce système fonctionne, mais est-ce qu'il apparaîtrait pas du coup un petit peu perdre son sens, puisque la fortune de mer, on ne peut pas faire recours contre elle, alors que contre la marchandise qui a été à l'origine de l'incendie, il semble qu'il peut y avoir des responsabilités du propriétaire ou de la personne qui les a mises à bord. On a ce système en aéronautique via des chargeurs dits connus anciennement. Donc est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu là-dessus et les limites de ce concept? Merci. Jörn. Yes. Oui. Moi, je dirais simplement que... je vais vous donner 2 exemples. On a eu 2 incendies sur des porte-conteneurs qu'on a dû gérer. Il y en a eu quelques-uns de plus, en fait, mais l'un portait sur des matières dangereuses mal déclarées, de l'hypochlorite de calcium qui était placé... Bon, personne n'en avait connaissance, ne connaissait le contenu du conteneur, donc ça a été mis à côté d'une cloison de réservoirs. Et donc, ces réservoirs doivent être chauffés à 70 degrés Celsius. Ça a été trop pour cette marchandise. Il y a eu autocombustion. Et donc, toute la soute a pris feu. Et on a essayé une assistance, une récupération, parce qu'on savait très clairement des constats d'experts quelle était la cause du dommage. Mais le chercheur venant de Chine quelque part, ou l'exportateur, n'existait plus, comme on me l'a dit. Il n'y avait plus que
une petite usine qui n'avait plus d'enseigne et personne n'a pu retrouver qui que ce soit. Et donc, impossible d'avoir un recours. Ça aurait dû fonctionner. Mais là, bien sûr, l'armateur ou celui qui demande indemnisation doit nous le dire. Et donc là, on va réduire à conséquence la charge portée par tous dans l'avarie commune de ces montants récupérés. L'autre exemple, c'était un incendie sur un porte-conteneur au milieu de l'Atlantique. Et ça a été provoqué, si je me rappelle bien, par une batterie qui n'était pas conditionnée correctement. Et l'exportateur de ces batteries était très bien assuré contre le risque de responsabilité civile. Et là, on parle de plus de 100 millions de frais récupérés. Et donc, là, on a réussi donc à mettre cela en place. Donc, ça pourrait être les deux. Généralement, les armateurs vont se soucier d'un recouvrement s'ils en ont la possibilité, parce que oui, ce sont généralement les armateurs qui nous donnent instruction, parce que ce sont eux les premiers à savoir que quelque chose est allé de travers. Généralement, ce sont eux aussi qui doivent appeler un remorqueur parce que le bateau n'est plus manœuvrable. Ce sont eux qui doivent aussi payer leur remorqueur, éventuellement. Et ce sont eux qui doivent engager d'autres dépenses pour la sécurité de tous. Donc c'est dans leur intérêt au tout début. Mais comme vous l'avez dit, ça peut être les facultés aussi. Parfois, les marchandises ont été fortement endommagées par l'eau d'extinction de l'incendie et l'armateur, le club PNI, l'autre, tout le monde n'avait pas envie de payer les dommages. Et donc, l'avocat du propriétaire faculté nous a dit, eh bien ça c'est un cas d'avarie commune, merci de nous préparer une expertise et puis on va passer au tribunal avec cela et récupérer notre argent auprès de l'armateur. Ça peut être le cas aussi. Regardez peut-être s'il y a une question du côté de l'amphithéâtre Bigot. Bon, il faut que du côté de l'amphithéâtre, là, il fasse un grand geste s'il souhaite poser une question. Non, ils ont été dormir là-bas. Est-ce qu'ici, vous avez une dernière question? Oui, je vous passe la parole. Merci. Je voudrais évoquer une question plutôt pratique. Comme tout à l'heure, vous avez mentionné de la Chine. Je pense s'il y a 10 000 conteneurs dans un navire concerné, il y a peut-être 9 000 conteneurs venant de Chine. Donc comment vous établissez le contact avec la partie chinoise? Je pense que l'objectif de tous les intervenants, l'objectif commun de tous les intervenants est d'assurer la chose se passe bien dès le début à la fin, surtout au moment de la contribution. Alors aujourd'hui, de plus en plus, les assureurs chinois ont la difficulté pour la garantie, parce que les garanties signées par les assureurs chinois sont souvent refusées par le dispatcher. Et donc, comment vous voyez la chose? Est-ce qu'il y a le moyen d'assurer la bonne communication avec les parties chinoises et que la chose bus se passe bien? Et que si les assureurs chinois ont la difficulté d'issuer une garantie, est-ce que Cézanne peut aider les assureurs chinois qui sont non membres de Cézanne? Merci. Alors, Mathilde. Mathilde, oui. Sur l'émission des garanties, je vais être très claire. Oui, le Sésame peut aider les assureurs chinois, mais évidemment, comme les assureurs ne sont pas membres du Sésame, il y a des conditions qui sont un petit peu plus strictes que ce qu'on applique pour nos membres. Et notamment, on aidera des assureurs non membres
uniquement si nos membres sont concernés par l'avarie commune en question, toujours dans un souci de mutualisation des coûts, en fait. Et en plus, on demandera, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on demandera un cash deposit aux assureurs non membres pour être sûr que dans 5-10 ans, effectivement, et c'est la même inquiétude pour le dispatcher, hein, c'est de pouvoir faire jouer la garantie et d'avoir quelqu'un derrière qui va payer. Le but du Sésame, en acceptant de signer des garanties pour des assureurs non membres, c'est pas de mettre nos membres en risque. Donc on peut signer des garanties pour des non-membres, mais les conditions sont plus strictes, mais c'est envisageable. On va conclure. Alors donc Joséphine, vous aviez proposé, on en était à donc cette proposition de réforme sur l'inversion de la charge de la preuve. Mathilde, est-ce que vous avez aussi un souhait d'évolution concernant l'avarie commune? Alors d'évolution, je sais pas. J'ai un point que je voudrais souligner ici et qui s'adresse à une partie de l'auditoire dont on n'a pas encore beaucoup parlé, que sont les experts. Je pense que le rôle des experts dans la gestion d'un dossier d'avarie commune est primordial et on l'oublie souvent. Les experts sont pas toujours au courant qu'ils interviennent dans un dossier où il y a eu une déclaration d'avarie commune, parce que la plupart du temps, les experts sont nommés à l'arrivée de la marchandise à destination finale. Et moi, je vois beaucoup au Sésame des experts qui sont nommés, qui ne sont même pas au courant qu'on est dans un dossier d'avarie commune et qui donc vont pas forcément avoir les bons réflexes de gestion. Or, les conclusions que vont tirer l'expert, notamment sur les causes et origines des dommages, ça peut tout changer dans la gestion d'un dossier d'avarie commune. Je vous donne un exemple toujours d'incendie. Si vous avez une marchandise qui arrive à destination finale mouillée, il faudra que l'expert identifie de manière très précise où se trouvait le conteneur au moment du voyage, au moment de l'incendie. Est-ce qu'il était dans les cales éventuellement qui ont été inondées pour le salut commun, pour sauver l'ensemble du navire, auquel cas l'ensemble de l'expédition maritime va participer à cette perte de ce conteneur, ou est-ce qu'on est sur une avarie particulière classique, un défaut d'étanchéité par exemple du conteneur, et à ce moment-là, ça n'a plus tant de conséquences sur l'avarie commune que le simple fait de réduire la valeur contributive de cet intérêt cargaison. Mais ça, c'est vraiment des points sur lesquels les experts doivent être attentifs et ont une vraie plus-value à apporter, même 1, 2 mois, 3 mois après la déclaration d'avarie commune et l'arrivée à destination finale. Pensez aussi, mesdames et messieurs les experts, à convoquer, quand on est dans un dossier d'avarie commune, les représentants du dispatcher. Alors, je ne pense pas que Jorn viendra, mais il sera au courant qu'il y a une expertise qui est menée sur ces marchandises. Voilà des points importants que je pense bien de soulever. Alors Jorn, vous l'avez dit, hein, il y a une écoute de l'ensemble des parties prenantes, mais compte tenu donc de ces propositions et puis compte tenu, on l'a vu, du paysage qui évolue, du paysage du risque qui évolue, quelle pourrait être la prochaine mise à jour des règles d'York et d'Anvers, et du fonctionnement de l'avarie commune? Est-ce que vous pouvez nous révéler un scoop ici? C'est le moment. À vrai dire, nous avons les règles de 2016, des règles d'York et d'Anvers. Généralement, elles ont un cycle de vie de 20-30 ans. Donc les règles de 2004 dont vous avez parlé n'ont jamais vraiment été mises en pratique parce qu'elles étaient un peu unilatérales. Elles ont été préparées d'ailleurs par les souscripteurs facultés. Mais nous, on travaille beaucoup, on a beaucoup d'échanges sur les règles 2016 et maintenant, on a les formulaires standards, les formulaires types de CMI Security qui sont utilisés généralement. Donc, on a vraiment un système bien éprouvé et il n'y a pas vraiment d'appétit pour une révision dans les 2-3 années à venir. Une chose que je dirais, c'est que sur le site web
CMI, comitémaritime.org, il y a aussi une très belle petite brochure qui énonce les principes directeurs de l'avarie commune, qui est très informatif. Le comité permanent l'a préparé, il est disponible au téléchargement. Il vous donne beaucoup plus de détails sur la procédure, généralement sur les exemples types, les scénarios d'avarie commune. Donc, quel que soit votre parti, que vous soyez un gros chargeur avec des marchandises qui sont souvent en mer, ou bien les assureurs qui ne connaissaient pas très bien. Bon, moi, je gère ça au quotidien, hein, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler d'avarie commune de toute leur vie, même en travaillant dans le secteur du transport maritime. Donc, ça, c'est une bonne base de départ pour avoir une connaissance générale de l'avarie commune. Donc, je souhaitais en faire de la pub. Passionnante pour tous ces exemples aussi. Je rends la parole à Cécile Desjardins.